Donc, bonjour à tous, je suis Sylvain Corlat. Donc, moi, je vais vous parler de bioéconomie forestière. Je vais vous parler de la durabilité de la bioéconomie forestière. Et non, je peux le garder. Non, c'est bon. Et je vais le faire à travers en fait, les travaux qui ont été menés dans le département. Alors, j'ai que 10 minutes, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioéconomie forestière? Alors, il y a plein de définitions différentes. Moi, je vais prendre une définition assez simple. Pour moi, la bioéconomie forestière, c'est l'association de ce qu'on appelle la bioéconomie du bois et de tous les services qui sont rendus par les écosystèmes forestiers. Donc la bioéconomie du bois, c'est toutes les activités de production, de transformation, de consommation, de transport des produits bois. Et puis tous les services qui sont rendus par les écosystèmes forestiers, ça va être les services de stockage, de séquestration du carbone, les services de conservation de la biodiversité, enfin d'habitat pour la biodiversité, de cueillette de plantes sauvages, de champignons ou encore de récréation. Et donc la bioéconomie forestière, c'est l'association de ces deux entités. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on décrit la durabilité de cette bioéconomie forestière? Alors une manière de faire, c'est de poser des conditions pour la durabilité de cette bioéconomie. Moi j'en pose 6, il y en a probablement d'autres. Donc pour moi, une bioéconomie forestière durable, elle doit d'une part fournir des produits bois qui soient issus de filières compétitives et innovantes. Ces filières doivent être ancrées sur leur territoire. Elles doivent s'inscrire dans une vision circulaire de l'économie. Elles doivent participer évidemment à l'atténuation du changement climatique, mais aussi fournir d'autres services écosystémiques, le tout en s'adaptant aux changements globaux. Donc beaucoup de challenges évidemment. Et le reste de ma présentation va s'attacher à décrire comment les travaux du département cherchent à explorer finalement si ces conditions sont satisfaites ou pas dans la réalité. Alors on va commencer par la première condition. Est-ce que les filières de la bioéconomie forestière sont compétitives et innovantes? Alors un préalable essentiel en fait à l'existence d'une filière compétitive, c'est déjà qu'il existe de la matière première en fait pour cette filière. Et là, bonne nouvelle, du bois, il y en a en France. On n'exploite pas toute la production biologique des forêts françaises. Donc ça, c'est un travail de l'anglais co-auteur en 2017. Donc il nous montre qu'à l'échelle métropolitaine, environ 40% de la production biologique n'est pas récoltée. Alors, du bois, il y en a, mais les filières qui sont associées ne sont pas nécessairement compétitives. Donc ça, c'est un travail de Sergent et co-auteur en 2018 qui montre que la compétitivité des filières bois est grévée d'une part au niveau de l'enjeu de cohérence, donc avec un déficit de la balance commerciale, d'autre part en termes d'enjeux de cohésion, avec des tensions entre l'amont des filières et l'aval des filières, et d'autre part en termes de dispersion sur les territoires, donc avec l'enjeu d'ancrage territorial qui est mis à mal. Alors toutes les filières bois ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des filières plus compétitives que d'autres dans le secteur forêt-bois. C'est par exemple le cas des filières énergie ou des filières papier qui ont bénéficié d'énormément de subventions dans les dernières décennies. Les filières aujourd'hui qui sont moins compétitives sont plutôt les filières qu'on appelle du bois construction, donc par exemple les sciages, les parquets, les menuiseries, donc fenêtres et portes en bois. Et ce sont bien ces filières, donc du bois construction, qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs, on va dire, au niveau des politiques de la bioéconomie du bois. Et aujourd'hui, donc, il existe en fait une réelle volonté de développer ces filières. Donc, Sergent et co-auteurs ont étudié pour cela trois trajectoires de compétitivité pour le bois construction. Une trajectoire qui s'appuie sur les ressources territoriales, une trajectoire qui s'appuie sur les rebots industriels et une autre qui s'appuie sur les cultures constructives. Cultures constructives qui s'appuient elles-mêmes sur le développement de nouvelles technologies pour la construction. Par exemple, le bois lamellé-collé, qui permet aujourd'hui de construire des immeubles de plus en plus hauts en bois. Donc, vous avez un exemple ici avec un immeuble de 53 mètres à Vancouver. Alors, les innovations existent donc évidemment dans le secteur de la construction, mais pas uniquement. D'autres secteurs bénéficient également d'innovations. C'est le cas par exemple du secteur de la chimie verte qui bénéficie d'une innovation par requalification, ce qu'on appelle requalification des ressources. C'est-à-dire qu'une ressource qui était auparavant considérée comme un déchet, là en l'occurrence ce sont les bois avec beaucoup de nœuds, est aujourd'hui considérée comme une ressource précieuse pour la chimie verte, tout simplement parce que cette ressource contient énormément d'extractibles qui sont ensuite utilisés pour la cosmétique ou
ou l'industrie pharmaceutique. Et donc, l'étude de ces nouvelles filières a été faite par Pichancourt et co-auteurs en 2021. D'autres filières également bénéficient de ces innovations par requalification des ressources. Donc, par exemple, c'est l'énergie qui bénéficie. Oui, 5 minutes, très bien. Donc, l'énergie avec l'utilisation de souches pour éviter la compétition entre énergie et pâte à papier. Donc, on a vu des filières qui sont innovantes. Est-ce que ces filières sont ancrées sur leur territoire? Alors, il y a énormément de travaux du département qui s'attachent à étudier cette question. Donc, la réponse est oui, ce sont des filières qui sont ancrées sur leur territoire. Je vous propose 2 exemples. Le premier, c'est l'Anglais et Corlat en 2020, qui montre de nouvelles dynamiques autour de la ressource hêtre dans les Vosges. Et puis, on peut aussi citer Déez et Banoz en 2017, qui étudie le développement du bois énergie comme construction territoriale en Aquitaine. Des filières ancrées sur leur territoire, mais est-ce que ces filières bioéconomiques sont circulaires? Alors, pour répondre à cette question, l'Anglais et co-auteurs en 2017 ont fait ce qu'on appelle une analyse de flux de matière, donc pour analyser en fait comment la matière évolue dans les filières bois, et ont montré finalement que certains produits étaient particulièrement bien bouclés dans les filières, avec notamment les connexes de scierie qui sont produits en grande quantité, qui sont consommés pour moitié à peu près dans l'énergie et pour moitié dans les filières panneaux et pâte à papier. Et puis plus surprenant, on ne le sait pas toujours, mais 80% des papiers consommés en France sont recyclés. Alors il y a une marge de manœuvre importante pour améliorer en fait la circularité de ces filières, notamment à travers les cycles de nutriments, et une marge de manœuvre importante à travers du coup la réutilisation des cendres comme fertilisant dans les forêts. Alors c'est une pratique qui aujourd'hui est interdite en France, mais pour laquelle Ouvrard et co-auteurs montrent qu'elle est plébiscitée par les propriétaires forestiers en Suède. Alors je le disais en introduction, une bioéconomie durable, évidemment, elle doit participer à l'atténuation du changement climatique. Aujourd'hui, en France, à court terme, c'est la séquestration qui est le principal contributeur de la participation du secteur forêt-bois à l'atténuation du changement climatique. Cela est dû à la relative jeunesse en fait, des peuplements forestiers en France, mais sur le long terme, ce ne sera pas forcément le cas, et la substitution carbone, c'est-à-dire l'utilisation de produits bois en remplacement de produits non bois, pourra devenir plus intéressante d'un point de vue d'atténuation que la séquestration. Le problème, en fait, avec cette substitution, c'est qu'elle s'appuie sur des calculs qui eux-mêmes s'appuient sur des analyses de cycle de vie qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre d'effets, ce qu'on appelle des effets pervers en économie, donc, par exemple les effets rebonds, les effets de compensation morale ou encore les conséquences de changement d'usage des sols. Et donc c'est pour répondre à ces questions qu'un nouveau projet est en train a été monté et commencé, qui s'appelle Strezand, qui est financé par l'ADEME et qui réunit plusieurs chercheurs du département. Alors, l'atténuation du changement climatique est un des services écosystémiques fournis par les écosystèmes forestiers, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, et un certain nombre de travaux dans le département s'attachent à décrire les arbitrages entre différents services écosystémiques. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais je peux citer par exemple Abil Trupp et co-auteurs qui analysent les arbitrages entre récréation et production de bois, Fiquepron et co-auteurs qui analysent les arbitrages entre production de bois et qualité des eaux, Lambini et co-auteurs qui analysent les arbitrages entre stockage de carbone, production de bois et biodiversité, et enfin Rivière et Corlat qui analysent les arbitrages entre séquestration de carbone, production de bois et biodiversité. Et bien évidemment, tout ça n'a lieu d'être que si les écosystèmes forestiers continuent à exister. Et vous le savez tous, aujourd'hui, ces écosystèmes sont soumis à de rudes épreuves du fait des dépérissements, notamment à répétition. Alors, on connaît. À Nancy, on connaît bien ce qui se passe dans les Vosges avec les attaques de scolytes, mais il n'y a pas uniquement de Nancy et le nord-est de la France qui est impacté. La canicule, par exemple, de 2019 avait brûlé, on se souvient, des cèdres dans l'arrière-pays méditerranéen. Alors, la première question en fait, qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'adaptation, c'est finalement, faut-il s'adapter, enfin, avoir une adaptation active dans le secteur forestier, ou bien laisser faire? Oui. Il reste 1 minute, c'est ça? OK. Donc là, je vais aller vite, mais je vais vous donner un exemple avec Breto, Amores et co-auteurs qui nous montrent qu'en Bourgogne, face à un risque sécheresse, il vaut mieux effectivement substituer des peuplements de hêtres par des peuplements de glace. En tout cas, c'est l'option qui fournit le meilleur rendement économique. Puis je vais du coup passer rapidement sur les autres pour arriver à ma conclusion.
Alors moi-même j'ai été étonné finalement de la quantité et de la diversité finalement des travaux qui avaient été menés sur le thème de la bioéconomie forestière. Donc écoutez, j'appelle de mes voeux un handbook de bioéconomie forestière. Évidemment il y a quelques verrous qui sont persistants, notamment sur le rôle de la propriété forestière sur la fourniture des services écosystémiques, sur l'impact des nouvelles activités de la bioéconomie forestière sur l'emploi, et notamment sur l'emploi local dans les régions rurales. Et puis des questions un peu plus techniques sur la modélisation on va dire de la production jointe des produits bois, l'organisation industrielle des filières ou l'étude des fiscalités alternatives. Donc toutes les références que j'ai utilisées sont disponibles ici. Je vous remercie.